Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une histoire. On va parler d'une personne hyper influente dans le milieu de la mode des années 80, dans la culture hip-hop et dans la culture rap. Cette personne, elle n'est pas hyper connue parce qu'elle a jamais été designer pour une grande maison et la plupart des choses qu'elle a fait durant sa vie ont été des choses illégales. Néanmoins, elle a quand même eu un impact hyper fort sur le monde de la mode et du coup je trouvais ça hyper intéressant d'en parler, surtout que sa vie est digne d'une série Netflix. Donc même si t'aimes pas la mode mais que tu aimes les success stories avec du meurtre, de la drogue, des célébrités, je te conseille quand même de regarder la suite de la vidéo. N'hésite pas à te poser, boisson, nourriture et prépare-toi à découvrir l'extraordinaire destin de Daniel Day, a.k.a. Dapper Dan. Daniel Day, il est né le 8 août 1944 à Harlem. Harlem, à cette époque, c'est un quartier hyper défavorisé. On n'est pas dans les heures les plus sombres d'Harlem, mais tout ça pour dire que c'est pas la joie. On s'en doute, Daniel Day, lorsqu'il vient au monde, il est très loin de la Fashion Week. Ses parents n'arrivent pas à joindre les deux bouts et ils ont du mal à subvenir aux besoins de ses trois frères et de ses trois sœurs. Je vais vous raconter une petite anecdote qui je trouve a beaucoup d'importance. Il faut savoir que lorsqu'il allait à l'école, la plupart du temps, il avait des chaussures trouées. Et donc sa mère, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre des petits bouts de carton et en fait, elle va venir combler les trous pour pas que les personnes voient que ses chaussures sont trouées. Alors, vous pouvez vous dire, oui mais Robin, tu nous dis ça juste pour toucher nos sentiments, en soi ça n'a pas de réelle importance. Alors, oui, mais non. Parce que ce qui est intéressant avec cette anecdote, ça nous montre que dès le début, Daniel Day, il a dû être débrouillard. Et Daniel Day, qu'on appelle maintenant Dapper Dan, il excelle dans la débrouillardise. Il quitte l'école très tôt, alors on ne sait pas trop s'il y va de temps en temps, s'il y va plus du tout, mais on va dire qu'il va être déscolarisé à la fin du collège. Et si Dapper Dan commence à quitter le collège très tôt, c'est parce qu'il est hyper chaud au jeu de Paris et dans le jeu de dés. À l'époque, il a 13 ans et il est reconnu dans son quartier pour être un très grand parieur. Et Dan, parce que je vais l'appeler Dan maintenant, car c'est beaucoup plus pratique pour moi et je pense peut-être aussi pour vous, il est hyper déterminé. C'est un gars qui est fait pour réussir. Tellement qu'il va prendre des cours de probabilité pour devenir encore plus fort dans les paris. Donc là, au fur et à mesure, Dan, il commence à gagner un petit peu d'argent. C'est pas encore un truc de dingue, mais c'est à ce moment-là que vient sa relation avec la mode. Il a un groupe de potes, un gang, ils se font appeler Alibaba et les 40 voleurs. Et avec ce groupe de potes, en fait, ils vont partir dérober dans les magasins chics de New York pour aller refaire leur garde-robe. Et c'est à ce moment-là vraiment qu'il commence à avoir un attrait pour la mode. Alors, bien sûr, comment je vous raconte sa vie, on dirait un peu l'enfance fougueuse qui se passe hyper bien, etc. Mais il faut quand même se rendre compte que la vie qu'il mène, elle est pas sans risque. D'abord parce qu'il vit à Harlem et que c'est un quartier très violent. Et aussi parce que c'est un enfant, c'est-à-dire que physiquement, il ne fait pas le poids face aux autres. C'est normal, si jamais il a une embrouille avec un adulte, bah ça va être tendu. Et deuxièmement, parce que à 13 ans, pour gérer un business, pour être parieur, pour faire des vols, etc., il faut une maturité de dingue pour gérer cette activité et il faut vraiment faire attention à tout. Et c'est vrai qu'à 13 ans, on n'a pas forcément la jugeote ou l'expérience de faire attention à ces choses-là qui peuvent être vite très dangereuses lorsqu'on commence à réaliser des activités un petit peu illégales comme lui il le fait. Un soir, il est avec des adultes en pleine partie de dés, donc en train de parier, et là, il est à plus de 50 000 $ de gains. Et là, il se dit, je le sens pas, il y a quelque chose qui cloche. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va retirer 50 000 $ de la table, il va les mettre dans sa poche, il va remettre 500 $ sur la table, pour dire aux gens, non mais vous inquiétez pas, je continue à parier. Il commence à aller aux toilettes, et une fois qu'il est seul, il se met à courir. Il se barre, il sait pas où il va, mais il s'en va. Il va le plus loin possible parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et c'est là qu'on se rend compte quand même que Dan, c'est quelqu'un de particulier, c'est un enfant particulier, parce que il a la jugeote. Et là, Dan, sans le savoir, il a réalisé un des plus gros moves de sa vie. Quelques jours après, il a appris que le groupe avec lequel il était avait prévu de lui dérober 50 000 $, de le tuer et de le jeter dans la mer. Et là, Dan, il comprend que ces activités, elles sont plutôt dangereuses pour un enfant, et du coup, il se dit, ok, les paris, j'arrête, c'est trop dangereux, j'ai failli mourir, donc j'arrête tout ça, mais à la place, je vais mettre dans le resale de cartes de crédit volées. Normal, voilà, j'arrête les paris pour ça, je trouve que c'est moins dangereux. Mais à côté de ça, il y a un gros phénomène qui arrive aux États-Unis, qui va être un gros problème, et lui, il va tomber les deux pieds dedans. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'arrivée en masse de l'héroïne aux États-Unis. La plante utilisée pour l'héroïne, elle est d'abord cultivée en Turquie, ensuite elle va être modifiée en Europe, donc en Italie et en France, surtout à Marseille, et ensuite elle va être intégrée aux États-Unis par la mafia américano-sicilienne. Bien sûr, les quartiers pauvres sont les premiers touchés, et aux États-Unis, ça va vraiment être un truc de dingue. C'est-à-dire qu'on va même parler de pandémie de la drogue. Dan, il tombe les deux pieds dedans, il la revend, mais il la consomme également, et peu à peu, il commence à perdre pied, et c'est un peu la descente aux enfers pour lui. On arrive au milieu des années 60, Dan a la vingtaine, il est au plus bas, mais il y a une personne hyper importante pour les États-Unis, pour le monde et surtout pour les Afro-Américains qui va changer sa vie. Cette personne, c'est Malcolm X, et un jour il va entendre un discours de ce monsieur. Alors on ne sait pas si c'est un discours particulier ou si ce sont plusieurs discours de Malcolm X,
Mais en tout cas, on sait que les paroles de Malcolm X ont résonné dans la tête de Dan et que ça lui a littéralement changé la vie. Ce qu'on peut voir avec Dan, c'est que lorsqu'il a un objectif et qu'il prend une décision, il va vraiment y aller à fond. Et là, pour le coup, comme il veut se remettre dans le droit chemin, il va retourner à l'université. Il va s'inscrire à l'université de Columbia et il va être intégré au programme Urban League. Urban League, c'est un programme qui permet à des jeunes délinquants américains d'aller voyager en Afrique. Le but de ces voyages en Afrique, c'est déjà de couper les ponts avec l'entourage malsain des jeunes délinquants, mais c'est aussi de les faire voir autre chose. Et pour le coup, Dan, il va vraiment kiffer et il va vivre plein d'expériences. Et il va vraiment visiter plein de pays, ça va être hyper enrichissant pour lui. Et c'est à ce moment-là que Dan, il a un coup de cœur pour la couture. Il est au Liberia, et là, il va aller visiter plein de petits couturiers indépendants qui font des costumes sur mesure. Donc lui, il va même se faire un costume sur mesure, il va pouvoir regarder un petit peu la technique, comment ça se passe. Et à ce moment-là, il se dit, ok, c'est ça que je veux faire. Moi, je veux travailler dans la mode et je veux être couturier. En 1974, c'est la fin du programme et Dan doit rentrer à Harlem. Harlem, pour le coup, ça s'est énormément dégradé durant son absence. La drogue a complètement pris le contrôle de la ville. Alors c'est très malheureux, mais il y a un petit truc positif pour Dan, c'est que l'arrivée de la drogue ramène avec elle des gangsters et des dealers qui, elles, vont faire fortune dans le milieu de la drogue et donc vont avoir beaucoup d'argent à dépenser. Dan, pour le coup, c'est vraiment un nouvel homme. Il a arrêté de boire, il a arrêté de fumer, il a arrêté de prendre la drogue et il est même devenu végétarien. Voilà, alors je trouve ça drôle. Bon, après lui, il reste à Harlem, donc même s'il a changé, ça reste dangereux. En 1880 d'ailleurs, il est victime d'une tentative d'enlèvement. Ce qu'on sait, c'est qu'il s'est pris une balle dans la nuque qu'il a encore actuellement parce qu'on n'a pas pu l'enlever. Mais comme vous vous en doutez, il n'est pas mort, car le destin avait prévu quelque chose de grandiose pour cette personne. Donc lui, son premier but, c'est de se lancer dans la mode. Pour le moment, il veut pas être couturier, il veut juste déjà comprendre un petit peu comment ça marche. Il a pas trop d'argent, il a pas de boutique, et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vendre des vêtements par le coffre de sa voiture. Comme vous le savez, ces activités, elles sont toujours un petit peu limites avec la justice, et les premiers vêtements qu'il vendra par le coffre de sa voiture seront des vêtements qu'il aura volés dans des autres boutiques des quartiers chics de New York. Et là, peut-être que vous vous dites, ouais, mais Robin, c'est chelou parce qu'il vend des vêtements qui sont assez chers et il les vend à Harlem, alors que tu nous as dit qu'Harlem, c'est un quartier très pauvre. Oui, Harlem, c'est un quartier très pauvre, mais comme je vous l'ai dit, avec l'arrivée de la drogue, il y a des dealers qui commencent à se faire beaucoup d'argent et donc qui ont un gros pouvoir d'achat. Et lui, ça va être vraiment sa cible de clients depuis le début. Son business avec le coffre de voiture, ça marche plutôt bien. Il commence à se faire un peu d'argent, il met de côté. Et quelques années après, il peut enfin s'ouvrir une boutique à Harlem. Donc il est hyper content et il taffe tellement que sa boutique, elle est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À ce moment-là, il va plus vraiment revendre des vêtements volés, même si c'est possible qu'il en reste encore quelques-uns sur le côté. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va se concentrer sur les manteaux en fourrure. Faut savoir qu'à ce moment-là, la culture hip-hop gangster aux États-Unis, c'est un truc de dingue. Et que pour être stylé, il faut un baggy, une chaîne en or, un débardeur blanc et un gros manteau en fourrure. Dan, pour commencer son business, même s'il a un peu d'argent de côté, il galère parce qu'il est noir et qu'il vient d'Harlem. Les fournisseurs, les grossistes de manteaux en fourrure, ne veulent pas lui faire confiance et donc il galère à trouver un fournisseur. Il va en trouver seulement un, ça va faire l'affaire, mais comme c'est pas non plus un fournisseur de dingue, il veut quand même se démarquer de la concurrence. Et pour évincer la concurrence, il va vendre moins cher que les autres boutiques. Donc il fait son petit business, ça marche plutôt bien, et au fur et à mesure qu'il soit un peu plus connu, les autres vendeurs, ils vont aller voir le fournisseur, ils vont lui dire « Attends, il y a un problème, Dan, il vend ses pièces 20% moins cher que nous, nous du coup on n'a plus de clients, faut que tu lui dises de s'aligner avec nos prix. » Et Dan, lui, pour le coup, il veut pas baisser les prix. C'est son seul fournisseur et c'est très bien que les gens viennent juste pour ça parce que c'est moins cher et sinon il pourra pas se différencier. Et là, avec le fournisseur, il va avoir un deal et il va lui dire « Ok, tu peux vendre mes pièces 20% moins cher, mais dans ce cas-là, je veux que tu coupes les étiquettes. » Et là, il se fait quand même une petite réflexion, il se dit « Ok, juste en enlevant l'étiquette, le vêtement il perd de la valeur. » C'est-à-dire que l'étiquette, que la marque est hyper importante. Donc il va pas plus loin que ça, il trouve ça juste hyper intéressant et il le garde dans le coin de sa tête. Une autre fois, et c'est là vraiment où il va avoir le déclic et il va avoir son idée de génie, il est dans sa boutique et il y a un dealer, justement très riche, qui arrive avec une pochette toute simple, mais monogrammée Louis Vuitton. Dès qu'il rentre dans la boutique, Dan il se rend compte que toutes les personnes qui sont dans cette boutique, elles ont les yeux rivés sur la sacoche Louis Vuitton. Et là il se dit ok, la sacoche pourtant elle est simple, elle est hyper classique, mais juste parce qu'il y a le logo Louis Vuitton, les gens sont accros. Et là, il va se dire, il faut absolument que j'arrive à faire du cuir Louis Vuitton. Dan, c'est bon, il est prêt, il a son idée de génie en tête, il veut plus revendre de la marchandise, lui, il veut créer ses propres vêtements. Comme il n'a pas trop de notions en couture, il va aller embaucher des couturiers sénégalais qu'il avait rencontrés durant son voyage, et lui, de son côté, il se met sur le travail du cuir. La chose hyper importante pour Dan, c'est de savoir comment marquer le cuir. Il va donc apprendre cette méthode, et son business plan, ça va être le suivant. La première étape, c'est d'acheter du cuir simple. Deuxième étape, Dan il va prendre le cuir et il va le marquer avec les logos les plus connus et les plus luxueux du moment.
donc Louis Vuitton, Gucci et Fendi. Une fois qu'il a réalisé son cuir de luxe, il peut ensuite le donner à ses couturiers pour réaliser les pièces. L'idée de génie à cette époque-là pour Dan, c'est qu'il va contrefaire le cuir et pas contrefaire les pièces. C'est-à-dire que les pièces qu'il va réaliser, elles n'auront pas la même forme que les vrais Gucci, que les vrais Louis Vuitton ou que les vrais Fendi. Non, lui ce qu'il veut faire, c'est adapter le luxe au streetwear. Et ça à l'époque, ça se fait pas du tout, parce que le luxe, il déteste la culture hip-hop. On est encore sur des coupes très classiques, et surtout au niveau des tailles, on est très restreint. Et donc c'est pas vraiment fait pour la rue. Dan, avec cette technique, c'est vraiment le premier à avoir créé du luxe pour la rue et inspiré par la rue. La deuxième chose qui est hyper intéressante, c'est qu'il va faire du sur-mesure. Comme on le sait souvent, les tailles des marques de luxe sont assez restreintes. Et là, avec du sur-mesure, il peut vraiment proposer du luxe pour tous. Mike Tyson, par exemple, même s'il avait l'argent pour aller dans les vraies boutiques de luxe, il préférait aller chez Dan parce que Dan pouvait lui faire des vêtements à sa taille, alors qu'il ne pouvait pas du tout en trouver lorsqu'il était dans les magasins de luxe. La deuxième chose intéressante en faisant du sur-mesure et en ayant sa production dans sa boutique, c'est qu'il peut s'adapter hyper vite. Il a une force de réactivité hyper grande. Il a juste à descendre dans la rue, regarder comment les gens s'habillent, qu'est-ce que les rappeurs veulent, ce que les sportifs veulent, et là, il peut être à la pointe de la tendance. Et grâce aux clips des rappeurs et au passage télé, il commence vraiment à se faire une réelle réputation. Il y a des gens qui vont venir de Los Angeles pour aller lui commander des pièces. C'est vraiment un truc de dingue. Comme je vous l'ai dit, il habille les plus gros rappeurs, les plus gros sportifs. Il y a 2 sportifs qui vont construire et en même temps détruire sa vie. Ces 2 sportifs sont le boxeur Mike Tyson et l'athlète Diane Dixon. Un soir, en 1988, il y a 2 boxeurs rivaux, Mitch Green et Mike Tyson, qui vont se rencontrer à la boutique de Dan. Mitch Green, lui, il est dans son quartier et il va demander à Mike Tyson de dégager d'ici et qu'il a rien à faire là. Mike Tyson, on commence à le connaître, c'est quelqu'un de très sanguin. Il va donc défoncer Mitch Green. Mais quand je vous dis défoncer, c'est qu'il va tellement le frapper qu'à un moment, la tête de Mitch Green, elle va taper contre le béton et il va plus bouger. Et Mike Tyson, pensant qu'il l'a tué, va monter dans sa voiture et il va prendre la fuite. Le lendemain, cette bagarre, elle fait la une des journaux. Mitch Green, il est pas mort, mais il est fortement amoché, il est même méconnaissable tellement il est gonflé, et toute la presse couvre l'affaire. Dans l'opinion publique, il y a 2 questions qui se posent. Comment ces 2 personnes ont pu se rencontrer à 2 h du mat dans les rues d'Harlem? Donc là, les gens ont la réponse. Ils étaient tous les 2 allés chez Dan pour acheter des vêtements. Et maintenant, les gens, ils ont une deuxième interrogation, c'est qui est Dan? Quelle est cette boutique qui est ouverte jusqu'à 2 h du matin? Comment ça se fait que des stars, que des sportifs de haut niveau vont là-bas? Qu'est-ce que cette personne peut bien vendre? Le coup de projecteur que Dan va recevoir de cette couverture médiatique va être hyper négatif. Un matin, très tôt, quelques jours après la couverture médiatique, la boutique de Dan va être perquisitionnée. La police va saisir près d'1,5 million de dollars. Derrière cette saisie de police, on retrouve bien évidemment les marques Gucci, Louis Vuitton, Fendi, qui ont porté plainte pour atteinte à la propriété intellectuelle contre Dan, et donc qui a été condamné. Dan, on commence à le connaître, il est hyper déterminé, et donc c'est pas pour ça qu'il va mettre fin à son activité. Il va quitter Harlem, il va aller à Seattle, et là, il va continuer son business, mais caché. C'est-à-dire qu'il aura plus de boutique, ça sera vraiment que du bouche à oreille, mais personne ne saura qu'il aura réellement cette activité. Dan, il va continuer son activité pendant 20 ans. Et ce qui est drôle, c'est que durant ces 2 décennies, on peut voir parfois sur les tapis rouges ou sur des rappeurs hyper connus des créations de Dan, alors que lui, il est complètement caché. On arrive en mai 2017, la Fashion Week de Milan est bat son plein, et Dapper Dan, il est maintenant âgé de 74 ans. Il ne le sait pas encore, mais il est en train de faire le buzz sur les réseaux sociaux. C'est son petit-fils qui va lui dire, parce que lui, bien évidemment, il n'est pas sur Instagram. Et son petit-fils, il va lui montrer le post Instagram de Diane Dixon, l'ancienne athlète pour qui il avait fait une veste en 1989, avec la légende suivante. Gucci a volé mon look. Accordé le crédit à Dapper Dan, c'est lui qui l'a fait en premier en 1989. Maintenant, ils comprennent. Même si à l'époque, Dapper Dan, il avait réalisé cette pièce avec des monogrammes Louis Vuitton, on est quand même très proche de sa création. Et pour ça, l'opinion publique est carrément d'accord avec Diane Dixon, et donc tout le monde va accuser Gucci de plagiat. En réponse à la polémique, la marque italienne dira que cette pièce était un hommage à Dan et à la culture hip-hop. Pour ce faire, ils vont le taguer sur leur compte Instagram. Et voilà, Dan a enfin réussi par être reconnu par Gucci. Non, je rigole, c'est pas encore fini, sinon la fin serait un petit peu nulle. Du coup, je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec Gucci. Premièrement, il y a une collection de capsules entre Dapper Dan et Gucci qui verra le jour en 2018. Cette collection, elle garde l'héritage du hip-hop des années 80. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'ils ont gardé un petit peu ce côté contrefaçon chez Gucci, et c'est ça qui donne encore plus de résonance à la collection. De plus, la marque collabora avec Dapper Dan à l'ouverture de l'atelier de Harlem. Maintenant, Dan, il a sa propre boutique à Harlem avec un atelier de production. Il y a aussi tout un truc qui fait que c'est un peu comme un musée, du coup c'est hyper cool. Et la chose qui est hyper importante dans cette histoire, c'est que cette boutique signera la première boutique de luxe à Harlem. La boutique reste sur le même principe que Dan avait créé à l'époque, c'est-à-dire que les gens peuvent venir
et réaliser des pièces sur mesure avec cette fois-ci des vrais tissus issus de la production Gucci. Cette histoire est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, je la trouve hyper intéressante, je trouve que la détermination et le travail qu'a fait preuve Dan durant tout le long de sa vie est juste incroyable. Il reste maintenant à Harlem, mais avec une vie accomplie, et c'est ça que je trouve dingue. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. C'est ma première vidéo dans ce style-là, donc n'hésitez pas à dire si ça vous a plu. Aussi, s'il y a des choses à améliorer, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je prends vraiment toutes les critiques, le temps qu'elles sont constructives et qu'elles sont respectueuses surtout. Et si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur mon travail, parce que je pratique également la couture, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour vraiment être au courant de toutes les créations que je réalise et aussi pour en connaître un petit peu plus sur moi. Je vous remercie grandement pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!